d'avril 2003, France. Toute une famille est portée disparue. Un couple et leurs 3 enfants se sont évaporés dans la nature. Leur chalet de 300 mètres carrés est vide. Rapidement, l'enquête tourne à l'horreur. Des traces de sang sont révélées à l'intérieur du chalet. Il y en a partout, assez pour dire que la famille a été massacrée. Les enquêteurs français découvrent que Xavier, le père, avait des soucis. Il avait arnaqué pas mal de monde dernièrement. Et puis, il y a ce voisin qui observe les enquêteurs et qui aime passer à la télé. Cette femme de ménage qui déballe sa haine de la famille face caméra et qui choque l'opinion publique. L'affaire Flactif, en ce mois d'avril 2003 et pendant plusieurs longs mois encore, s'apprête à horrifier la France puisque l'histoire qui va suivre va révéler un scénario absolument terrifiant, fait de coups de rouleau à pâtisserie, de hurlements et de brasiers au beau milieu des montagnes françaises. Le chalet de l'horreur. Notre histoire prend place aujourd'hui en France et plus précisément au Grand Bornand, commune située dans la Haute-Savoie, région Auvergne-Rhône-Alpes, bien évidemment connue pour sa station de ski, ses aventures en montagne et ses chalets à louer. Tout le site de la commune est d'ailleurs uniquement dédié à la montagne. Et en parlant de chalet, quelle transition exceptionnelle, ça tombe bien, puisque la famille Flactif qui est au cœur de notre affaire, elle en a un. Et c'est là-bas que se rend Mario, 14 ans, le samedi 12 avril 2003. On est pendant les vacances de Pâques, l'adolescent se lève tôt et il prend un vol de Lille jusqu'à Lyon avant de monter dans un taxi direction le chalet dans lequel l'attend sa famille et plus précisément sa mère Gradiela, son beau-père Xavier Flactif et ses 3 demi-frères et sœurs, Sarah, Laetitia et Grégory. Mario s'entend parfaitement bien avec tout le monde puisque Gradiela, sa mère, a divorcé peu de temps après sa naissance. Donc l'adolescent a toujours connu Xavier qui considère Mario comme son propre fils. Il fait pas de différence, c'est vraiment le beau-père cool quoi. Dans le taxi qui mène jusqu'au chalet, Mario ne se lasse pas du paysage du Grand Bornand qu'il connaît depuis sa naissance puisque Xavier et Gradiela s'y sont installés depuis plus de 14 ans maintenant, plus précisément dans une zone appelée Chinaillon, petit village dans la commune du Grand Bornand. C'est là qu'ils ont fait construire le grand chalet de 300 mètres carrés sur 4 niveaux qui attise pas mal la jalousie, mais tout ça on en reparlera. Lorsqu'il arrive au chalet vers 10h, Mario se retrouve planté devant la porte d'entrée. Il a beau toquer encore et encore, personne ne vient lui répondre alors que toute sa famille sait qu'il arrive. C'est Xavier, son beau-père, qui lui a commandé le taxi, sa mère l'a appelé il y a 2 jours et elle lui avait pris les billets d'avion. Impossible de ne pas savoir qu'il arrive. L'adolescent fait le tour du chalet, vérifie toutes les portes et tous les volets, mais Mario ne comprend pas. Pourtant ce matin il a pris une douche, il sent bon, il est prêt, il est content d'arriver ici, mais pourquoi personne ne veut venir lui ouvrir dans ce foutu chalet ? Alors, avec son portable, il appelle à l'intérieur. Ça sonne, mais toujours personne. Et les voitures de la famille ne sont pas là non plus. Mario compose aussi le numéro de sa mère, de son beau-père. Il tombe sur la messagerie. Pendant 3 heures, l'adolescent reste planté devant le chalet à attendre. Il n'a de toute façon nulle part où aller. Il a tenté de joindre sa grand-mère, ses tantes, qui lui ont toutes dit ne pas avoir de nouvelles de la famille. À 13h, Mario laisse un mot sur la porte disant qu'il est bien arrivé et il décide d'aller dans un restaurant du coin dans lequel il croise Christine, secrétaire de l'école de ski et très bonne amie de sa maman qui décide bien évidemment d'aider l'adolescent. Mario, c'est pas un enfant, c'est un adolescent, il a 14 ans mais Christine, l'amie de la famille, elle va pas le laisser comme ça livré à lui-même. Il a pas d'argent sur lui, il a pas les clés pour entrer dans le chalet. Donc l'ami décide d'appeler la gendarmerie qui va simplement lui répondre que la famille est peut-être partie en week-end, elle a oublié l'adolescent, pas de panique, ils vont sûrement revenir là bientôt dans la nuit ou au pire lundi matin. Tout d'abord, vers 22h30, Hélène et Patrick, un couple d'amis, décident eux aussi d'aller voir ce qu'il se passe. Ils ont vu Mario qui dit être sans nouvelles, donc le couple va au chalet. Ils réussissent à ouvrir une porte qui est ouverte alors que Mario, à son arrivée ce matin, n'avait pas réussi à entrer. À l'intérieur du chalet, le couple d'amis comprend que quelque chose ne va pas. Et pour une bonne raison, tout est
ultra bien rangé. Ils connaissent bien les flactifs et jamais ils n'ont vu le chalet aussi propre. Sur les 300 mètres carrés et les plusieurs étages, il y a aucun poil qui dépasse. Alors, il y a bien quelques dents de lait qui sont enfoncées dans le parquet et une douille de pistolet qui traîne sous les rideaux un peu plus loin, mais ça, le couple ne le voit pas. Et puis, les gendarmes ne veulent toujours pas intervenir, donc Hélène et Patrick repartent. Le dimanche, Christine, elle aussi, vient au chalet avec Mario qui s'inquiète énormément pour sa famille, vous imaginez l'angoisse quand même. Ils réussissent eux aussi à entrer et font le tour du chalet qui est complètement vide. Tout est propre, bien rangé, il ne manque que certaines couettes dans les chambres des enfants. Christine et Mario repartent de nouveau sans plus de réponses à leurs questions. Ils repasseront quelques heures plus tard et cette fois 2 ordinateurs portables sont allumés. Un gros dossier de documents personnels est posé sur la cheminée et semble avoir été fouillé. Entre leur passage, quelqu'un passe et fouille bel et bien le chalet des flactifs. Christine rappelle de nouveau la gendarmerie qui, désolé de l'expression, mais n'en ont absolument rien à foutre. Nouvelle nuit d'angoisse pour Mario qui est toujours chez les amis de ses parents. Le lundi 14 avril 2003, enfin les gendarmes débarquent après un bon week-end bien pépère dans la station du Grand Bornand et ils sont formels. Effectivement, la famille Flactif a bien disparu. Et les premiers gendarmes qui débarquent sur place comprennent que si le départ est volontaire, il a été fait dans l'urgence. Le frigo est plein, de la nourriture est prête à cuire sur la gazinière, les PC portables sont encore sur place. Alors, les recherches sont enfin lancées, on recherche les véhicules de la famille. Les lacs sont sondés, un hélicoptère regarde au-dessus des ravins, mais rien ne ressort. Thierry Bourré, lieutenant-colonel en charge de l'affaire, voyant que rien n'est trouvé, fait appel à l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. C'est généralement eux qui sont appelés sur les crashs d'avions ou les accidents de voiture par exemple pour retrouver des traces de victimes et quand même mettre quelque chose dans le cercueil pour pouvoir se recueillir sur une tombe. Ils sont épaulés par les TIC, rien à voir avec les insectes qui vous sucent le sang, on parle là des techniciens d'identification criminelle qui, du jeudi 17 au lundi 21 avril, passent le chalet de la famille Flactif au peigne fin. C'est à ce moment précis, une semaine après la disparition de la famille Flactif, que l'affaire plonge dans l'horreur. Du sang est retrouvé entre les lames du plancher. Une douille de calibre 6.35 qui correspond à un petit pistolet est découverte. Mais plus horrible encore, des dents de lait appartenant à l'un des enfants Flactif sont enfoncées dans le plancher, comme si sa tête, allongée sur le parquet, la bouche ouverte, avait été frappée avec des coups de poing ou à l'aide d'un objet contondant qui lui avait fait perdre ses dents. Il y a aussi des bouts de moquette qui sont découpés dans les chambres qui font la taille d'un corps humain, comme si le ou les tueurs n'avaient pas pu justement nettoyer cette moquette et avaient préféré la découper. De retour dans le salon, les experts scientifiques remarquent que leur produit, le fameux Blue Star qui révèle les traces sanglantes, brille dans tous les sens. La pièce de vie du chalet a été le lieu d'un véritable massacre. Dans un coin, des litres de sang semblent s'être déversés. Des gens sont forcément morts ici. Et au milieu de tout ce carnage, il y a un ADN masculin. Un petit ADN qui n'a pas été nettoyé et qui est passé entre les coups d'éponge et l'eau de javel, qui n'appartient pas à la famille Flactif. Mais alors, tout le monde se pose une question à l'intérieur du chalet. Où est le charnier? Où sont les corps de la famille Flactif? On a quand même un couple d'adultes, Gradiela et Xavier, et leurs 3 enfants, Grégory, Laetitia et Sarah. Le sang de Xavier est retrouvé dans le salon. Grégory, quant à lui, a été frappé par une arme contondante dans la cuisine. Du liquide a été projeté sur la table. Concernant Sarah, on retrouve ses traces sur la table de cuisine, sur des fenêtres, sur un fauteuil, comme si elle avait tenté de s'enfuir, mais avait été frappée encore et encore par le tueur. Gradiela, quant à elle, a été frappée lorsqu'elle montait l'escalier de la cave. Surprise, elle n'a rien pu faire. Laetitia, de son côté, a été achevée dans sa chambre à l'étage. Elle s'est cachée sous son bureau, a tenté de grimper sur son lit mezzanine, mais a fini par s'effondrer sur le sol de sa chambre, certainement sous les coups.